Hiver 757. Dans la ville de Suiyang, au cœur de la Chine, quelque chose d'impensable se prépare. Pas une bataille ordinaire, pas un siège comme les autres. Ce qui va se passer ici dépassera tout ce que l'humanité a connu en matière d'horreur militaire. 30 000 personnes vont être dévorées par leurs propres protecteurs. Et ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une légende. C'est l'histoire la plus glaçante de l'Empire Tang, documentée dans les chroniques officielles chinoises. Remontons 2 ans en arrière. Décembre 755. L'Empire Tang règne sur la Chine depuis plus d'1 siècle. C'est l'âge d'or de la civilisation chinoise. Les arts florissent, le commerce prospère, la paix semble éternelle. L'empereur Xuanzong, au pouvoir depuis 44 ans, vieillit tranquillement dans son palais de Chang'an. Il passe ses journées avec sa favorite, la belle Yang Guifei, considérée comme l'une des 4 beautés légendaires de la Chine. Mais cette paix cache une poudrière prête à exploser. Han Lushan attend son heure. Ce général d'origine sogdienne et turque commande 3 provinces militaires du nord-est. Officiellement, il protège l'Empire contre les invasions barbares. En réalité, il construit son propre royaume. À 52 ans, cet homme obèse mais rusé contrôle 160 000 soldats d'élite. Des guerriers mongols, des cavaliers turcs, des archers sogdiens. Une armée qui n'a rien à voir avec les troupes molles et corrompues de l'Empire. Le 16 décembre 755, Han Lushan se déclare empereur de la dynastie Yan. Ses armées déferlent sur le nord de la Chine comme un tsunami de fer et de sang. Les garnisons Tang tombent les unes après les autres. Les gouverneurs fuient, les soldats désertent. En quelques semaines, Han Lushan contrôle tout le nord. Il capture Luoyang, la capitale de l'Est, en janvier 756, puis il marche sur Chang'an, la capitale impériale. L'empereur Xuanzong panique. À 70 ans, il ne sait plus gouverner. Ses conseillers se disputent, ses généraux se méfient les uns des autres. Dans un accès de paranoïa, il fait exécuter Gao Xianzi et Feng Shangqing, ses 2 meilleurs commandants, sur la base d'accusations infondées. C'est l'erreur fatale. Sans ses généraux, les défenses de Chang'an s'effondrent. En juillet 756, l'empereur doit fuir sa propre capitale. La foule en colère exige la mort de Yang Guifei, qu'on accuse d'avoir favorisé Han Lushan. Xuanzong, brisé, laisse ses gardes l'étrangler. Quelques jours plus tard, il abdique en faveur de son fils, Li Heng, qui devient l'empereur Suzong. La dynastie Tang semble condamnée. Han Lushan contrôle les 2 capitales et tout le nord de la Chine, la région la plus peuplée et la plus riche de l'Empire. Ses 300 000 soldats paraissent invincibles. Le sud, coincé au-delà du fleuve Yangtze, ne peut pas résister longtemps. Une seule chose peut encore sauver les Tang, du temps. Il leur faut gagner du temps pour réorganiser leurs forces, rappeler les armées des frontières, négocier avec les Ouïghours pour obtenir de la cavalerie. C'est là qu'intervient Suiyang. Suiyang n'est pas une grande métropole. C'est une ville moyenne de la province du Henan, située à un carrefour stratégique. Le canal Bian, artère vitale du commerce chinois, passe juste à côté. Qui contrôle Suiyang contrôle les routes entre le nord et le sud. Si les rebelles prennent cette ville, ils peuvent descendre vers le bassin du Yangtze et achever la dynastie Tang. Si Suiyang résiste, les rebelles sont bloqués. Janvier 757. Han Lushan vient d'être assassiné par son propre fils, Han Qingshu, qui craint que son père déséquilibré ne le tue dans un accès de paranoïa. Le nouveau dirigeant Yan veut une victoire rapide pour asseoir son autorité. Il ordonne au général Yin Ziki de prendre Suiyang. Yin Ziki est un commandant expérimenté, borgne depuis qu'une flèche lui a crevé l'œil lors d'une bataille précédente. Il réunit 130 000 soldats, une armée colossale pour l'époque. Avec une telle force, la prise de Suiyang devrait être une formalité. Mais Suiyang a un atout. Zhang Xun. À 48 ans, Zhang Xun est un officier Tang relativement obscur. Magistrat du district de Zhenyuan, il n'a jamais commandé de grande armée. Mais quelques mois plus tôt, il a accompli l'impossible. Avec seulement quelques milliers d'hommes, il a défendu la forteresse de Yongchu contre des forces rebelles bien supérieures. Il a utilisé toutes les ruses imaginables, fausses sorties nocturnes au son des tambours pour épuiser l'ennemi,
mannequins en paille pour attirer les flèches rebelles qu'ils récupéraient ensuite. Attaque surprise au moment où l'ennemi baissait sa garde. Grâce à lui, Yongqiu n'est jamais tombé. Xu Yuan, le gouverneur de Suiyang, a entendu parler de Zhang Xun. Il lui envoie un messager. « Venez nous aider. Sans vous, nous sommes perdus. » Zhang Xun accepte immédiatement. Il sait ce qui est en jeu. Si Suiyang tombe, toute la Chine du Sud suit. Il rassemble ses 6000 soldats de Yongqiu et rejoint les 1000 hommes de Xu Yuan. 7000 combattants au total, contre 130 000. Les chiffres sont accablants. 1 contre 10 à 8. Normalement, une telle bataille ne dure que quelques heures. Les défenseurs se rendent, négocient ou se font massacrer. Mais Zhang Xun refuse ces options. Il réunit ses hommes et leur dit « Si nous perdons Suiyang, l'Empire perd le Sud. Si l'Empire perd le Sud, nos familles meurent toutes. Il n'y a pas de reddition possible. Nous tenons ou nous mourrons. » Les soldats le croient. Ils ont vu ce que font les rebelles dans les villes conquises. Le pillage, les viols, les massacres. Ils savent que leurs femmes et leurs enfants réfugiés au Sud seront les prochaines victimes si Suiyang tombe. Alors ils se préparent à mourir debout plutôt qu'à vivre à genoux. Le siège commence fin janvier 757. Yin Ziki entoure complètement la ville avec ses 130 000 hommes. Les murs de Suiyang ne sont pas particulièrement impressionnants. Des fortifications classiques en terre battue et en pierre, hautes d'une dizaine de mètres. Yin Ziqi les regarde avec mépris. Il a des échelles de siège, des tours mobiles, des béliers. Ses archers sont 3 fois plus nombreux que tous les défenseurs réunis. La prise de la ville devrait prendre quelques jours, 1 semaine tout au plus. La première attaque est massive. Des milliers de soldats Yan se ruent vers les murs sous la protection d'un déluge de flèches. Zhang Xun observe depuis les remparts. Il laisse les attaquants s'approcher, très près, trop près, puis il donne l'ordre. Ces soldats déversent de l'huile bouillante sur les assaillants. Des pierres énormes basculent des remparts. Des poutres hérissées de pointes tombent sur les échelles de siège. Les cris des mourants se mêlent au fracas de la bataille. Les rebelles reculent, laissant des centaines de cadavres sous les murs. Yin Ziki n'est pas inquiet. C'est normal. Les premières attaques servent à tester les défenses. Il ordonne une 2e vague, puis une 3e. Chaque fois, les défenseurs repoussent l'assaut. Chaque fois, les pertes rebelles s'accumulent. Zhang Xun joue son meilleur jeu. La nuit, il fait battre les tambours de guerre, donnant l'impression que ses troupes vont sortir pour une attaque nocturne. Les rebelles, épuisés par les combats de la journée, doivent rester en alerte toute la nuit. Ils ne dorment pas. Au matin, ils sont à bout de force. C'est à ce moment que Zhang Xun lance de vraies sorties. Quelques centaines de soldats Tang jaillissent des portes et massacrent les sentinelles ennemies avant de se replier. Les rebelles n'arrivent jamais à prévoir ces attaques. Au bout de 6 jours, Yin Ziki a perdu 20 000 hommes, 1/6 de son armée. Pour rien, les murs de Suiyang tiennent toujours. Le général Borgne doit se rendre à l'évidence. Cette ville ne tombera pas facilement. Il ordonne une retraite temporaire pour regrouper ses forces et demander des renforts. Dans Suiyang, c'est l'euphorie. Les défenseurs ont gagné. Ils ont repoussé l'armée rebelle. Des messagers partent vers le sud pour annoncer la victoire. L'empereur Suzong, lui-même, envoie ses félicitations à Zhang Xun. Des statues seront érigées en leur honneur. Des poèmes seront écrits. Mais Zhang Xun ne partage pas cette joie. Il inspecte les réserves de nourriture avec Xu Yuan. Le gouverneur avait stocké assez de provisions pour tenir 1 an. Mais avant le siège, le gouverneur provincial avait exigé qu'il partage ses réserves avec les forteresses voisines. Résultat, il ne reste que pour quelques mois. Zhang Xun fait le calcul. Si le siège reprend, si aucun secours n'arrive, la famine frappera bien avant qu'il ne manque de soldats. Il ne dit rien aux hommes. Pas encore. L'espoir est une arme aussi importante que les épées. 2 mois passent. Mars, avril. Le printemps arrive, mais aucun secours n'apparaît à l'horizon. Les armées Tang sont occupées ailleurs, luttant pour reprendre Chang'an et Luoyang. Suiyang est seul. Début mai, Yin Ziqi revient. Il a reçu 20 000 soldats frais. Son armée compte maintenant 150 000 hommes. Cette fois, il ne va pas se précipiter. Il va affamer les défenseurs.
Les rebelles encerclent complètement la ville. Pas une souris ne peut entrer ou sortir. Les champs autour de Suiyang sont pillés et brûlés. Les puits extérieurs sont empoisonnés. Toutes les routes sont coupées. Suiyang devient une prison. Juillet arrive avec la chaleur étouffante de l'été chinois. Les réserves de nourriture commencent à s'épuiser dangereusement. Jiang Xun instaure un rationnement strict. Chaque soldat reçoit une petite poignée de riz par jour. C'est tout. Les civils en reçoivent encore moins. Les estomacs grondent. Les hommes maigrissent à vue d'œil. Mais les attaques continuent. Yin Ziqi envoie vague après vague d'assaillants contre les murs. Pas pour prendre la ville, mais pour épuiser les défenseurs. Chaque combat brûle des calories précieuses. Chaque blessé doit être nourri alors qu'il ne peut plus combattre. C'est une guerre d'usure calculée. Août. Le riz est presque épuisé. Jiang Xun ordonne de tuer les chevaux. La viande est distribuée équitablement. Officiers et soldats reçoivent la même ration. Même Jiang Xun mange la même chose que le dernier des fantassins. Cette égalité maintient le moral, mais les chevaux ne durent pas longtemps. Il y en a peu, être 200 ou 300 dans la ville. Même en rationnant, ils sont dévorés en quelques semaines. Septembre arrive. Il ne reste rien. Les soldats commencent à chasser les rats dans les rues. Ces rongeurs deviennent un mets de luxe. On fouille les greniers abandonnés à la recherche de la moindre graine oubliée. Les gens déterrent les racines d'arbres, mâchent l'écorce, font bouillir des lanières de cuir pour en extraire quelque chose de comestible. Les insectes disparaissent les premiers. Criquets, scarabées, vers de terre. Tout ce qui rampe ou vole est attrapé et mangé. Les enfants deviennent experts pour trouver les larves cachées sous les pierres. L'herbe des cours et des jardins est arrachée jusqu'à la dernière pousse. On fait des soupes d'eau chaude avec quelques brindilles. L'illusion de manger quelque chose, même si ça ne nourrit pas. Les chiens et les chats ont disparu depuis longtemps. Même les oiseaux ne volent plus au-dessus de Suiyang. Ils ont appris à éviter cette ville de mort. Début octobre, Jiang Xun ne commande plus que 1600 soldats capables de tenir une arme. Les autres sont morts, blessés ou trop faibles pour combattre. Sur ces 1600 hommes, la plupart sont squelettiques, couverts de plaies qui ne guérissent plus faute de nutrition. Leurs yeux sont enfoncés dans leurs orbites. Leurs dents se déchaussent, leurs cheveux tombent par poignées. Les civils sont encore en plus mauvais état. Des milliers de personnes se sont réfugiées dans Suiyang avant le siège, fuyant les zones contrôlées par les rebelles. Maintenant, ils errent dans les rues comme des fantômes, trop faibles pour mendier, attendant juste la mort. C'est à ce moment que quelqu'un franchit la ligne. On ne sait pas exactement qui a été la première victime. Les chroniques chinoises ne donnent pas le nom. Peut être un mendiant mort dans la rue. Peut être un cadavre après un bombardement rebelle. Mais quelqu'un a pris la décision de manger de la chair humaine. Et d'autres ont suivi. Dans les maisons, dans les ruelles sombres, les survivants affamés commencent à dévorer leurs morts, d'abord discrètement, avec honte, en cachette. Mais rapidement, la honte disparaît. Quand on meurt de faim, la morale devient un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Jiang Xun est confronté à un dilemme terrible. Officiellement, le cannibalisme est un crime abominable dans la société chinoise. Manger de la chair humaine, c'est renoncer à son humanité. C'est devenir un démon. Un général qui permet ça sera maudit pour l'éternité. Mais s'il interdit le cannibalisme, ses soldats vont mourir de faim. S'il meurt, la ville tombe. Si la ville tombe, toute la Chine du Sud est envahie. Des millions de personnes mourront. Qu'est-ce qui est pire? Laisser quelques milliers de personnes être mangées ou laisser des millions être massacrés par les rebelles? Jiang Xun prend la décision la plus terrible de sa vie. Il autorise le cannibalisme, mais pas n'importe comment. Il va l'organiser, le systématiser, le transformer en opération logistique militaire. Les règles sont simples et horribles. On ne tue pas les vivants pour les manger. On attend qu'ils meurent naturellement. Et dans une ville assiégée, où des centaines de personnes meurent chaque jour de faim, de maladie ou sous les flèches rebelles, il n'y a pas de pénurie de cadavres. Les corps sont collectés. Les soldats affectés à cette tâche les rassemblent dans des bâtiments spécifiques. Là, d'autres soldats les découpent. La viande est bouillie longuement pour la rendre plus tendre et plus sûre. Puis, elle est distribuée aux soldats, par ordre de priorité. Les combattants en première ligne reçoivent les meilleures portions. Les blessés qui peuvent encore guérir viennent ensuite.
Les civils obtiennent ce qui reste, s'il reste quelque chose. Ce n'est plus du cannibalisme chaotique, c'est un système, une bureaucratie de l'horreur. Les chroniques Tang mentionnent spécifiquement ce processus. Ce n'étaient pas des actes isolés de folie ou de désespoir individuel. C'était une politique militaire délibérée, mise en œuvre par la chaîne de commandement, avec l'approbation du général en chef. Mais même avec ce système, les morts naturelles ne suffisent pas. Il y a trop de bouches à nourrir et pas assez de cadavres. Les soldats survivants ont besoin de plus de calories pour tenir les murs. Les combats quotidiens les épuisent. Un homme qui se bat a besoin de manger, beaucoup. C'est là que la situation bascule vers l'innommable. Zhang Zun comprend qu'il doit faire un choix atroce. Pour que les soldats survivent, les civils doivent mourir. Non pas mourir naturellement en attendant la fin du siège. Mourir activement, être transformé en nourriture. Les sources historiques chinoises sont explicites sur ce point. Les femmes sont les premières ciblées, puis les personnes âgées, puis les faibles. Ceux qui ne peuvent pas contribuer à la défense deviennent des ressources consommables. On ne sait pas exactement comment les victimes sont sélectionnées. Peut être par tirage au sort. Peut être que ce sont les soldats qui choisissent dans les familles de réfugiés qui n'ont pas de protection. Peut être que certains se portent volontaires pour sauver leurs proches. Les chroniques ne donnent pas ces détails. Elles mentionnent seulement le résultat. 30 000 personnes mangées, 30 000. Ce chiffre n'est pas une estimation vague. Il vient du Nouveau Livre des Tang, une source historique officielle compilée au XIe siècle. Le texte dit exactement: après avoir épuisé les chevaux, ils ont mangé les femmes, les vieux et les jeunes. Au total, 30 000 personnes ont été consommées. 30 000 personnes, sur une population initiale de peut être 40 000 habitants. Presque tout le monde. Comment un tel massacre industriel peut-il s'organiser? On imagine des scènes cauchemardesques. Des soldats qui traînent des victimes hurlantes vers des bâtiments transformés en abattoirs. Des bouchers humains qui travaillent jour et nuit, découpant des corps encore tièdes. Des marmites géantes où bout la chair humaine, parfumant l'air de la ville d'une odeur écœurante. Les survivants savent ce qui se passe, ils voient leurs voisins disparaître, ils entendent les cris, ils sentent l'odeur de la viande humaine qui cuit. Mais personne ne se révolte. Pourquoi? Parce que se révolter signifie être la prochaine victime. Parce que tout le monde espère secrètement survivre assez longtemps pour voir la fin du siège. Parce que dans l'enfer de Suiyang, rester en vie une journée de plus devient l'unique objectif. La chronique Tang mentionne un détail particulièrement glaçant. Les gens savaient que leur mort était proche, mais personne ne s'est rebellé. Cette phrase résume l'horreur psychologique du siège. Les habitants de Suiyang sont devenus des moutons attendant d'être abattus. Le désespoir a tué toute velléité de résistance. Zhang Xun lui-même participe à cette horreur. Une légende répétée dans plusieurs sources affirme qu'il a sacrifié sa propre concubine pour montrer l'exemple. Devant ses officiers réticents, il aurait tué la femme qu'il aimait, fait cuire sa chair et l'aurait servi à son état-major. Le message était clair, personne n'est épargné. Même les proches du général peuvent être mangés. Si je peux faire ça, vous ne pouvez pas refuser de faire votre part. Est-ce que cette anecdote est vraie? Difficile à dire. Elle apparaît dans plusieurs textes médiévaux, mais pourrait aussi être une légende construite après les faits pour justifier ou dramatiser les actions de Zhang Xun. Vraie ou fausse, le simple fait que cette histoire circule montre à quel point le siège de Suiyang a choqué même les contemporains habitués à la violence. Les soldats qui mangent cette chair humaine jour après jour, que deviennent-ils? Physiquement, ils survivent. Le corps humain contient des protéines, des graisses, des nutriments, suffisamment pour maintenir un homme en vie et capable de combattre. Les soldats de Suiyang continuaient à monter la garde sur les remparts, à repousser les assauts rebelles, à lancer des pierres et des flèches sur l'ennemi. Mais mentalement, on peut seulement imaginer. Ces hommes savent ce qu'ils mangent. Ils reconnaissent peu être certains morceaux. Cette main appartenait-elle à la vieille femme qui vivait 2 rues plus loin? Ce foie venait-il du fils de leur voisin? Beaucoup doivent sombrer dans une forme de folie pour survivre psychologiquement. On se dissocie. On arrête de penser à ce qu'on fait. On devient un automate qui obéit aux ordres, qui mange ce qu'on lui donne, qui tue quand on lui dit de tuer. L'humanité s'évapore, remplacée par le simple instinct de survie.
Octobre 757. Le siège dure depuis 9 mois. Yin Ziqi a perdu plus de 100 000 hommes dans les assauts répétés contre Suiyang. Ses soldats sont démoralisés. Ils ont vu leurs camarades mourir par milliers contre ces murs maudits. Ils entendent des rumeurs sur ce qui se passe dans la ville, sur les défenseurs qui mangent leur propre mort. Certains rebelles commencent à craindre les Tang comme des démons surnaturels. Mais Yin Ziqi sait qu'il touche au but. Ses espions lui rapportent que Suiyang est à bout. Plus de nourriture, plus de munitions, plus d'espoir. Il ordonne un dernier assaut massif. Dans Suiyang, Zhang Sun fait le compte de ses forces. Moins de 400 soldats capables de combattre. Même pas 400. Peut être 300. Ces hommes ne sont plus que des squelettes ambulants. Leurs armures pendent sur leur corps émacié. Ils n'ont plus la force de bander leurs arcs. Quand ils tirent une flèche, elle tombe mollement après quelques mètres. La population civile a été décimée. Sur les dizaines de milliers de personnes qui vivaient à Suiyang au début du siège, il reste moins de 400 survivants selon les chroniques. Les autres ont été mangés, ou sont morts de faim, de maladie, ou sous les attaques rebelles. Mais curieusement, il reste encore des gens à manger, parce que les chiffres ne correspondent pas. 30 000 personnes mangées, mais certainement pas 30 000 morts uniquement parmi les civils. Ce qui signifie que dans les dernières semaines du siège, les défenseurs ont aussi commencé à manger leurs propres soldats morts. Chaque combattant qui tombait sous une flèche ennemie ou qui succombait à ses blessures finissait dans les marmites. Le cannibalisme était devenu si banal que plus personne n'y pensait. C'était juste ce qu'on faisait pour survivre. Le 24 octobre 757, les rebelles lancent l'assaut final. Cette fois, il n'y a pas de résistance organisée. Les quelques défenseurs survivants sont trop faibles pour se battre. Certains s'écroulent simplement sur les remparts, mourant, leurs doigts lâchant leurs armes. Yin Ziqi entre dans Suiyang. Ce qu'il découvre dépasse ses pires cauchemars. Les rues sont jonchées de cadavres, dans des états de décomposition variés. Certains ont été partiellement dévorés puis abandonnés. Des bâtiments entiers servent de charniers. L'odeur est si épouvantable que certains soldats rebelles vomissent en entrant dans la ville. Les survivants sont des fantômes vivants. Ils errent sans but, incapables de comprendre que le siège est terminé. Leurs yeux ne reflètent plus rien. Ils ont vu trop d'horreurs. Ils ont fait trop de choses impensables. Ils ne sont plus vraiment humains. Zhang Jun est capturé vivant. Selon le Zizi Tongjian, une chronique historique majeure, Yin Ziqi lui demande « J'ai entendu dire qu'à chaque fois que tu combats, tes yeux se déchirent et tes dents se brisent. Est-ce vrai? Comment as-tu pu résister si longtemps ?» Zhang Shun répond « Nous n'avons plus de force et ne pouvons plus défendre la forteresse. Bien que nous ayons échoué envers l'empereur dans la vie, nous espérons continuer à tuer nos ennemis après notre mort. » Yin Ziqi est impressionné par cette détermination. Il offre à Zhang Sun de rejoindre l'armée rebelle. Avec un tel commandant, les Yan pourraient conquérir tout le sud. Zhang Shun refuse avec mépris. Il n'a pas tenu 9 mois d'enfer pour trahir maintenant. Certains officiers rebelles admirent Zhang Shun et voudraient l'épargner. Mais d'autres exigent sa mort. Ils ont perdu trop de camarades contre ce démon. Ils veulent le voir souffrir. Zhang Shun est exécuté avec plusieurs de ses officiers. La méthode n'est pas précisée dans les sources, mais connaissant les pratiques de l'époque, ce n'était probablement pas rapide ou indolore. Xu Yuan, le gouverneur de Suiyang, est également capturé, mais son sort est moins clair. Certaines sources disent qu'il a été exécuté, d'autres qu'il a survécu. Les quelques centaines de civils survivants sont soit massacrés, soit emmenés comme esclaves. Yin Ziqi ordonne de raser complètement Suiyang. Les murs sont détruits, les bâtiments sont brûlés. On veut effacer cette ville maudite de la surface de la terre. Alors, cette boucherie athée servit à quelque chose? Zhang Sun athée, il sacrifiait 30 000 civils pour rien? Non. Aussi horrible que cela paraisse, le siège de Suiyang a changé le cours de la guerre. Les 9 mois que Yin Ziqi a perdus devant Suiyang ont donné aux Tang le temps dont ils avaient besoin. Pendant que les rebelles s'épuisaient contre les murs de cette petite ville, l'empereur Suzong réorganisait ses armées. Il a rappelé les généraux Guo Ziyi et Li Guangbi des frontières. Il a négocié une alliance avec les Ouïghours, obtenant 4000 cavaliers d'élite en échange de promesses commerciales. En septembre 757, pendant que Suiyang agonisait, les armées Tang ont repris Chang'an.
En décembre, elles ont repris Luoyang. Les rebelles ont perdu leurs 2 capitales. Plus important encore, ils ont perdu leur momentum. Avant Suiyang, les Yan semblaient invincibles. Après Suiyang, ils étaient sur la défensive. Les pertes rebelles devant Suiyang ont été catastrophiques. Entre les combats directs, les embuscades lors des sorties et l'usure du siège, Yin Ziki a perdu plus de 100 000 hommes. C'était un tiers de toute l'armée rebelle. Des soldats d'élite, des vétérans irremplaçables, les rebelles ne s'en sont jamais remis. Stratégiquement, Suiyang a bloqué l'accès au sud. Tant que la ville tenait, les rebelles ne pouvaient pas avancer vers le bassin du Yangtze. Cette région riche et peuplée est restée sous contrôle Tang, fournissant les ressources nécessaires pour continuer la guerre. Si Yin Ziki avait pris Suiyang rapidement, en janvier ou février 757, il aurait pu descendre vers le sud avant que les Tang ne se réorganisent. La dynastie aurait probablement pris fin. Même après la chute de Suiyang, les rebelles étaient trop affaiblis pour exploiter leur victoire. Ils ont gaspillé leurs meilleures troupes contre cette ville. Le sud est resté hors de leur portée. La révolte d'Anlushan a continué encore 6 ans. Anqingshu a été renversé et tué par un autre général rebelle, Shi Saiming, en 759. Shi Saiming a lui-même été assassiné par son propre fils en 761. Les rebelles se sont entredéchirés pendant que les Tang grignotaient leur territoire. En 763, le dernier chef rebelle se suicide et la révolte prend fin. La dynastie Tang a survécu. Elle continuera à régner pendant encore 150 ans, jusqu'en 907. Sans le sacrifice de Suiyang, l'histoire de la Chine aurait été complètement différente. Après la guerre, Jiang Shun est devenu une figure extrêmement controversée dans la société chinoise. Comment traiter un homme qui a sauvé l'Empire, mais qui a aussi orchestré le massacre et le cannibalisme de 30 000 personnes? L'empereur Suzong voulait honorer Jiang Shun comme un héros national, lui accorder des titres posthumes, construire des temples en son honneur, élever sa famille au rang de noblesse. Mais la cour impériale s'est divisée. Certains officiels étaient horrifiés. Le cannibalisme était considéré comme l'acte le plus immoral imaginable dans la philosophie confucéenne. Un homme qui mange d'autres humains renonce à son humanité. Il devient un démon, peu importe ses raisons. Ces officiels argumentaient qu'honorer Jiang Shun enverrait un message terrible, que la fin justifie les moyens, que tout est permis au nom de la loyauté envers l'empereur. Mais d'autres officiels défendaient Jiang Shun avec passion. Le plus éloquent était Li Han, un conseiller impérial. Ses arguments, préservés dans les chroniques historiques, sont fascinants. Premièrement, Li Han a dit que Jiang Shun n'avait pas choisi le cannibalisme par cruauté ou folie. C'était une décision militaire rationnelle face à une situation impossible. Mourir de faim en refusant de manger de la chair humaine aurait été noble, mais aurait condamné toute la Chine du Sud. Jiang Shun avait placé le bien de l'Empire au-dessus de sa propre moralité. C'était ça, le vrai sacrifice. Deuxièmement, Li Han a souligné que la défense de Suiyang avait sauvé des millions de vies. Si les rebelles avaient conquis le Sud, ils auraient massacré, violé et pillé pendant des années. Des villes entières auraient été détruites. Le nombre de morts aurait facilement dépassé le million. En sacrifiant 30 000 personnes, Jiang Shun en avait sauvé 1 million. C'était un calcul froid, mais mathématiquement justifié. Troisièmement, Li Han a argumenté que même si on considérait le cannibalisme comme un crime impardonnable, les accomplissements militaires de Jiang Shun étaient si immenses qu'ils annulaient ce crime. Le mérite et la faute s'équilibraient, laissant un bilan net positif. Enfin, Li Han a joué sur la politique. Honorer Jiang Shun enverrait un message aux autres généraux. L'empereur récompense ceux qui font des sacrifices extrêmes pour défendre l'Empire. Cela encouragerait la loyauté et le courage. Déshonorer Jiang Shun enverrait le message inverse. Même si vous sauvez l'Empire, vous serez maudit si vous devez faire des choix difficiles. Les généraux deviendraient prudents, hésitants, inefficaces. Les arguments de Li Han l'ont emporté. Jiang Shun a reçu des honneurs posthumes. Il a été nommé à un poste de gouverneur, même mort. Sa famille a reçu des titres et des terres. Un temple a été construit en son honneur à Suiyang.
Plus tard, un autre temple a été érigé au pavillon Lingyan à Chang'an, où seuls les plus grands héros de l'Empire étaient commémorés. Xu Yuan, le gouverneur de Suiyang, a également été honoré, bien qu'à un degré moindre puisque c'était Zhang Xun qui commandait vraiment la défense. Mais tous les Chinois n'étaient pas convaincus. Pendant des siècles, des lettrés confucéens ont débattu de l'héritage de Zhang Xun. Était-il un héros loyal ou un cannibale monstrueux? Peut-on séparer ses accomplissements militaires de ses crimes moraux? Ce débat continue jusqu'à aujourd'hui. Des historiens modernes ont des opinions radicalement différentes. Certains voient Zhang Xun comme un génie militaire qui a pris la seule décision rationnelle dans une situation impossible. D'autres le voient comme un criminel de guerre qui a utilisé la loyauté envers l'Empire comme excuse pour commettre des atrocités. Ce qui est certain, c'est que Zhang Xun n'a jamais exprimé de remords. Dans ses dernières paroles rapportées par les chroniques, il parle seulement de son échec à garder la ville et de son espoir de continuer à combattre même après la mort. Pas un mot sur les 30 000 personnes mangées. Soit il considérait que c'était justifié, soit il avait refoulé cette horreur si profondément qu'il ne pouvait plus l'admettre, même devant la mort. Le siège de Suiyang soulève des interrogations fondamentales qui résonnent encore aujourd'hui. Jusqu'où peut-on aller pour défendre ses valeurs? Existe-t-il vraiment une limite à ce qu'on peut faire pour survivre? Ces questions divisent encore les penseurs modernes. Les philosophes militaires, notamment dans la tradition de Clausewitz, considèrent que dans la guerre absolue, seule la victoire compte, les moyens deviennent secondaires. Selon cette logique, si sacrifier 30 000 personnes permet de gagner, c'est la bonne décision militaire, aussi horrible soit-elle. Mais les moralistes et les théologiens sont profondément troublés. Comment peut-on prétendre défendre une civilisation en détruisant précisément ce qui fait notre humanité? Si nous devenons des monstres pour vaincre les monstres, quelle différence reste-t-il entre nous et eux? Cette question reste sans réponse satisfaisante. Des questions pratiques subsistent également. Le cannibalisme organisé était-il vraiment nécessaire? Zhang Xun aurait-il pu tenir le siège autrement? Certains historiens militaires suggèrent qu'une sortie désespérée pour briser l'encerclement aurait été préférable. Beaucoup de soldats seraient morts, certes, mais au moins ils seraient morts en combattant, pas dans des marmites. D'autres experts soutiennent qu'une telle sortie aurait échoué et que tous les défenseurs auraient été tués sans accomplir leur mission stratégique de retarder les rebelles. Les chiffres eux-mêmes peuvent être questionnés. 30 000 personnes mangées, c'est énorme. Les chroniques Tang avaient-elles intérêt à exagérer les horreurs pour rendre Zhang Xun encore plus héroïque? Malheureusement, nous n'avons pas d'archives indépendantes pour vérifier. Toutes nos sources viennent de textes chinois écrits des décennies ou des siècles après les faits, basés sur des rapports militaires qui pouvaient eux-mêmes être déformés. Ce qui est certain, c'est qu'un cannibalisme massif et organisé a eu lieu. Trop de sources indépendantes le mentionnent pour que ce soit une invention. Le chiffre exact peut être débattu, mais l'ordre de grandeur de dizaines de milliers de victimes est probablement correct. Suiyang n'est pas unique. Le cannibalisme pendant les sièges est documenté à travers l'histoire. Pendant le siège de Jérusalem en 70 après J-100e, l'historien Joseph rapporte des cas similaires. Pendant le siège de Leningrad par les nazis, 1941-1944, au moins 2000 personnes ont été arrêtées pour cannibalisme. Pendant les famines chinoises du XXe siècle, le phénomène était suffisamment répandu pour que le gouvernement publie des directives officielles. Ce qui rend Suiyang spécial, c'est l'échelle et l'organisation. Ce n'étaient pas des actes isolés de désespoir individuel. C'était une politique délibérée, exécutée systématiquement pendant des mois. C'était du cannibalisme industriel avant même que l'industrie n'existe. Aujourd'hui, Suiyang existe toujours sous le nom de Shangqiu dans la province du Henan. C'est une ville prospère de plusieurs millions d'habitants. Personne ne parle du siège de 757. Il n'y a pas de musée dédié à Zhang Xun. Les touristes visitent les tombes anciennes et les temples, ignorant totalement les sites du siège cannibale. En Chine, Zhang Xun reste connu des historiens, mais n'est pas célébré publiquement. Le Parti communiste chinois préfère mettre en avant d'autres héros moins controversés.
Le cannibalisme organisé ne cadre pas avec la narrative officielle d'une civilisation moralement supérieure. En Occident, le siège est presque inconnu. Les livres d'histoire se concentrent sur les grands événements de la révolte dans Lushan, la chute de Chang'an, la fuite de l'empereur, la reprise des capitales. Suiyang n'est qu'une note de bas de page. Pourtant, c'est l'un des événements les plus significatifs de l'histoire mondiale. Un siège qui a changé le destin d'un empire de 60 millions de personnes, soit 15% de l'humanité entière. Une bataille qui a démontré jusqu'où des êtres humains peuvent aller quand ils sont acculés. Comment des soldats ordinaires ont-ils pu systématiquement tuer et manger leurs concitoyens pendant des mois sans se révolter? Les psychologues qui étudient les génocides ont identifié plusieurs mécanismes. D'abord, la déshumanisation. Les victimes ne sont plus perçues comme des personnes, mais comme des ressources. À Suiyang, les civils sont devenus de la nourriture dans l'esprit des soldats. Cette transformation mentale est essentielle pour surmonter nos inhibitions naturelles. Ensuite, l'autorité. Les soldats obéissaient aux ordres. L'expérience de Milgram a montré que la plupart des gens infligent des souffrances terribles si une figure d'autorité le leur ordonne. À Suiyang, cette tendance a été exploitée jusqu'au bout. La diffusion de responsabilité joue aussi. Aucun soldat individuel n'était responsable de tout. Chacun avait un petit rôle. Rassembler les corps, les découper, les faire cuire, les distribuer. Le système tue, pas les individus. L'habituation peut être le facteur le plus effrayant. Les premiers jours devaient être traumatisants. Mais après des semaines, cela devient normal. Le cerveau s'adapte. Ce qui était impensable devient routine. Cette capacité d'adaptation est à la fois notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. Elle nous permet de survivre dans des conditions extrêmes, mais elle permet aussi des horreurs que même les animaux ne commettraient pas. Il est facile de juger Jiang Sun depuis notre confort moderne. Mais que ferions-nous à sa place? Commandant d'une ville assiégée, face au choix entre laisser tout le monde mourir de faim ou tuer une partie de la population pour gagner du temps? Qu'est-ce qui est plus moral? La pureté qui mène à la défaite totale, ou le pragmatisme horrible qui sauve l'Empire? Les études psychologiques montrent que dans des situations extrêmes, la plupart des gens choisissent la survie. Notre moralité est un luxe qui dépend du confort. Jiang Sun ne décidait pas seulement pour lui-même, mais pour des millions de personnes. Avait-il le droit moral de condamner tout un empire pour garder sa conscience propre? Un général ne peut pas être trop moral, sinon il devient inefficace. Mais un général qui abandonne toute moralité devient un criminel de guerre. Jiang Sun a-t-il franchi cette ligne? Le vrai crime n'était pas de manger les morts déjà décédés pour survivre, mais l'organisation systématique du meurtre de civils vivants. Ça transforme la survie désespérée en génocide calculé. Suiyang démontre les limites de la moralité humaine. Nous aimons penser que nous avons des principes inviolables, mais quand la survie est en jeu, ces principes deviennent négociables. La civilisation est une couche mince sur notre nature animale. Sous la pression suffisante, cette couche se fissure. Les 30 000 victimes méritent d'être rappelées comme des êtres humains qui ont souffert, pas comme des statistiques. Leur sacrifice involontaire a permis à la dynastie Tang de survivre 150 ans de plus. Est-ce que cela justifie ce qui s'est passé? Chacun doit décider. La question finale reste: si nous étions à leur place, que ferions-nous vraiment? Suiyang nous suggère que nous ne sommes pas aussi moraux que nous le croyons, que l'horreur n'est jamais aussi loin que nous le pensons. Cette leçon devrait nous terrifier.